On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle de nous tutoyer, de nous ressembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Solzhenitsyn donne des dizaines et des dizaines d'exemples de courage et d'héroïsme solitaire. Alors on l'avait vu, les chrétiens, eux, étaient leur héroïsme, et on en a déjà parlé. Là, il va parler de la plupart aussi des gens qui étaient des communistes, des anarchistes, etc. Comme Anna, qui refuse bien de se lever au moment où le directeur de la Loubianka, un des pires goulags, fait son entrée. Il faut du courage pour ça. Elle manifeste par là qu'il n'est pas l'autorité, qu'il n'est qu'un abus d'autorité. Je ne me lève pas pour toi. Alors bien sûr, elle se prend des coups. Ou deux jeunes filles, Shura et Vera, en 1926, qui, pour protester contre les lois qui écrasaient la personnalité des prisonniers, avec cette ordre stupide qui était de devoir, à la Loubianka, de parler uniquement à mi-voix. Le règlement interdisait de parler à haute voix. Toute la journée, il fallait se forcer à parler à mi-voix. Alors ces deux femmes, un jour, se sont mis à chanter à tue-tête. Des chants révolutionnaires, mais des chants. Elles chantaient, plein poumon. Alors bien sûr, là encore, elles se sont fait tirer par les cheveux et envoyées aux latrines. Elles chantaient le printemps, le beau temps, le soleil. Et ça, c'est interdit. Vous voyez, faut arrêter. Il y a un moment donné, là, on est dans une telle absurdité. Alors oui, ça demande un grand courage, évidemment. Un grand courage, un héroïsme. On n'est pas obligé tous les jours de le faire, évidemment. On ne peut pas même le faire tous les jours, je ne pense pas. Encore que. En 1924, dans un train qui les emmène, des étudiants entonnent des chants révolutionnaires pour être aussitôt privés d'eau par l'escorte. Alors ces jeunes leur crient « Jamais l'escorte du tsar n'aurait fait cela ». Et c'est vrai. Et bien sûr, ils se font tabasser dans la foulée. Mais c'est vrai. Alors cela est héroïque, mais cela ne détruit pas le goulag. Comment le goulag a commencé à se détruire? Alors d'abord les évasions qui vont commencer à se faire de plus en plus nombreuses, mais elles vont aussi quasiment toujours échouer à cause de la population qui jouait le jeu du système, à cause de la peur, toujours pareil. La population dénonçait tout de suite le gars qui avait réussi son évasion. C'était quasiment impossible de perdurer dans le temps après une évasion réussie. Et pour les évasions, là aussi, il fallait un grand courage et il fallait être prêt à la mort, risquer sa vie. Comme ce cas qui est assez étonnant. Au printemps 1947, à la Colima, 2 hommes d'escorte conduisaient une colonne de détenus. Tout à coup, sans rien dire à personne, un détenu attaque habilement les soldats l'un après l'autre, les désarma et les tua tous les deux d'un coup de fusil. Son nom est resté inconnu, mais on a su par la suite que c'était un ancien officier du front. Exemple rare et frappant d'un combattant d'hier qui n'a pas perdu son courage au camp. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, donc c'était évident, il fallait une certaine expérience. L'audacieux déclara à la colonne qu'elle était libre, mais les détenus furent saisis de terreur. Personne ne le suivit. Tous s'assirent sur place et attendirent qu'on leur envoie une nouvelle escorte. Mais faisons pas parce que qu'est-ce qu'on aurait fait? Je sais pas. Ils n'avaient aucun espoir par la force physique ou la peur. Et quand il y a la peur, on ne fait plus rien, on le sait bien. C'est pour ça qu'ils nous font peur aujourd'hui. L'ancien officier tenta de leur faire honte en vain.
Alors il prit une arme, 32 cartouches, 31 pour eux et une pour lui. Et il partit seul. Il tua et blessa encore plusieurs des hommes chargés de le capturer et se réserva la 32e cartouche. Sans doute, l'archipel du Goulag se serait effondré si tous les anciens du front avaient fait comme lui. Toujours pareil. Le Goulag, donc, s'est vraiment fissuré, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter aujourd'hui, au partir du moment où les victimes du Goulag, de manière massive, plus nombreuses qu'un individu, ont accepté le risque de tout perdre pour le bien commun. Ils ont accepté de souffrir pour la justice. Alors, à ce moment-là, la logique du Goulag s'est effritée. Parce qu'ils n'avaient plus peur. Et quand on n'en a plus peur, eh bien, plus aucune menace ou pression ne peut vous atteindre. L'homme qui est prêt à mourir est invincible. C'est alors toute la psychologie, dit Solzhenitsyn, toute la psychologie du camp d'antan qui commence à s'atrophier. Aujourd'hui, disait la psychologie, enfin la logique du Goulag, aujourd'hui à toi de mourir, moi c'est pour demain. Et de toute façon, se disait à cette époque-là, on n'obtiendra jamais justice. Ça a toujours été comme ça depuis qu'on est au Goulag, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. De quoi ? Et pourquoi, alors commence à se dire certains, pourquoi est-ce qu'on n'obtiendrait pas justice ? Et pourquoi ça devrait continuer ? Mais au-dessus d'un tel héroïsme individuel, il y avait encore une idée plus audacieuse et hiérarchiquement supérieure, c'est celle-ci. Comment faire pour que ce ne soit pas nous qui nous enfuyons devant eux, mais eux qui détalent devant nous ? Il faut inverser les choses. Il a simplement suffi de poser cette question à un certain nombre d'hommes, d'arriver à cette conclusion et de poser la question. À un certain nombre d'autres hommes d'écouter ce qu'on avait à leur dire pour que soit révolue au camp l'ère des évasions. Ce fut le début de l'ère des révoltes. Mais cette ère, comment l'inaugurer ? Par quoi la commencer ? Eh bien, les choses les plus simples sont loin d'être simples dans la vie. Alors, par quoi commencer ? Comment est-ce que ce changement s'est cristallisé concrètement dans les faits ? Eh bien, il a fallu commencer par tuer les traîtres. On ne peut pas rétablir une certaine justice sans châtier les coupables. Il fallait donc commencer par les traîtres, par les prisonniers du Goulag qui faisaient le jeu du système. On les appelait les mouchards. Il a donc fallu commencer par tuer les mouchards. Voilà le maillon, dit Solzhenitsyn. Flanquez-leur un coup de couteau dans la poitrine. Fabriquons des couteaux et égorgeons les mouchards. Le voilà le maillon, aujourd'hui. Tandis que je suis en train d'écrire ce livre, des rayons de livres humanistes me surplombent sur les étagères et font peser sur moi un cri réprobateur. On ne saurait rien obtenir dans ce monde par la violence. Glaive, poignard, carabine en main, nous nous ravallerons rapidement au rang de nos bourreaux, de ceux qui nous font violence. Et il n'y aura plus de faim. Il n'y aura plus de faim. Ici, assis à ma table et au chaud, j'en tombe pleinement d'accord. Mais il faut avoir écopé de 25 ans pour rien, mis sur soi 4 numéros, avoir tenu les mains toujours derrière le dos, être passé à la fouille matin et soir, s'être exténué au travail, avoir été traîné au bourg sur dénonciation, avoir été foulé aux pieds plus bas que terre pour que de là-bas, au fond de cette fosse, eh bien tous les discours des grands humanistes vous fassent l'effet d'un bavardage de Pékin bien nourri. Il n'y aura plus de faim, mais un début. Est-ce qu'il y aura un début ? Y aura-t-il une éclaircie dans notre vie, oui ou non ? Le peuple sous le joug l'a bien conclu ainsi. Clémence ne viendra qu'à bout de violence. C'est-à-dire, là on va rentrer dans l'ordre de la légitime défense. Alors qu'est-ce qu'un mouchard ? Puisque il faut bien définir ce que c'est un mouchard, puisque c'est eux qui vont y passer. C'est quoi un mouchard ? Exemple. Dans un camp de femmes, 2 jeunes filles ont eu des conversations anticommunistes. Le tribunal les a condamnées à être passées par les armes. Ces jeunes filles qui chuchotaient dans un wagon, qui en avait déjà pour 10 ans à porter un collier de misère, quel est le fumier qui les a balancées ? Un fumier lui aussi chargé du même collier. C'est cela un mouchard.
alors le doute n'est pas possible. Ce qui n'empêchera pas les premiers coups d'être difficiles. J'ignore comment cela s'est déroulé ailleurs. L'égorgement a commencé dans tous les camps spéciaux, même au camp des Invalides de Spax. Chez nous, ça a commencé avec l'arrivée du transfert en provenance de Dubovka, composé pour l'essentiel d'Ukrainiens occidentaux. Ils ont fait énormément et en tout lieu pour ce mouvement. C'est bien eux qui ont mis en branle la mécanique. Le transfert de Dubovka a introduit chez nous le virus de la rébellion. Capturés en plein sur les sentiers de la guerre de partisans, donc c'est des partisans, c'est-à-dire ceux qui continuaient à combattre le communisme après la guerre de 1945. Donc ça a duré 10 ans en Ukraine. Et un jour j'en parlerai parce qu'il y a eu parce qu'il y avait aussi toute maintenance, un ancien régiment de la Wehrmacht ou de la SS, je ne sais plus, qui a fait qu'ils étaient 8000 dans une poche. Donc ça, il y avait l'organisation, il y avait de l'expérience, et puis les Ukrainiens se sont ralliés ensuite à ça pour lutter contre le communisme. Donc c'est des gars qui connaissaient le boulot. Capturés en plein sur les sentiers de la guerre de partisans, ces jeunes hommes forts arrivés à Dubovka regardèrent autour d'eux et ils furent frappés d'effroi au spectacle de cette léthargie et de cet esclavage. Et ils se ruèrent sur un poignard. À Dubovka, les choses se terminèrent rapidement. Révolte, incendie, dissolution. Mais les patrons de notre camp, pleins de suffisance et d'aveuglement, ne se soucièrent même pas de mettre à l'écart de nous les révoltés qui venaient d'arriver. Ils les répartirent dans tout le camp, dans toutes les brigades. Et normalement, la dissémination devait étouffer la protestation. Mais dans notre milieu de goulag, déjà épuré, la dissémination ne fit que contribuer à embraser plus vite encore toute la masse. Les nouveaux venus se rendaient au travail avec les brigades, mais ils n'en fichaient pas une rame, ou se contentaient de faire semblant. Ils restaient allongés comme des lézards au soleil, et ils conversaient à voix basse. Alors, bien sûr, plus tu travailles, tu n'avais pas de ration, ça ne servait à rien. Pourquoi travailler? Il faut survivre. C'était de bon sens, je veux dire, on commence par ça. Au premier abord, en de pareils instants, ils ressemblaient énormément aux truands légaux. Et cela d'autant plus que, comme eux, ils étaient jeunes et larges d'épaules. Mais alors une légalité se faisait jour, nouvelle et étonnante. Qu'il meure cette nuit même celui qui n'a pas la conscience nette. À présent, les meurtres commencèrent à se succéder à une cadence encore plus rapide que les évasions à la meilleure époque. Ils étaient commis avec assurance, de façon anonyme. Personne ne venait se plaindre. Un couteau ensanglanté, personne ne venait se rendre ensuite avec un couteau ensanglanté à la main. Le couteau et son porteur étaient mis de côté pour une autre opération. Le moment favori, 5 heures du matin, l'heure où les baraques sont déverrouillées par les surveillants solitaires qui passent au verrou suivant. Alors les détenus dorment presque tous encore, et c'est alors que les vengeurs masqués pénètrent en silence dans la chambre prévue, s'approchent du wagonnet et tuent imparablement le traître déjà réveillé qui pousse des cris d'orfraie, ou parfois pas réveillé du tout. Après avoir vérifié que leur homme est bien mort, ils se retirent posément. Ils étaient masqués, numéros invisibles, décousus ou recouverts. Mais si les voisins du mort les avaient reconnus à leur silhouette, non seulement ils ne s'empressaient plus d'aller le déclarer spontanément, mais à présent, même aux interrogatoires, même menacés par les chefs, ils ne capitulaient plus, répétant « Non, je ne sais rien, non, je n'ai rien vu », car c'était pour leur propre salut maintenant qu'ils disaient cela. Car quiconque aurait dit un mot eût été tué dès 5 heures du matin. Et le bon vouloir du délégué opérationnel ne lui aurait été d'aucun secours. Tous les gens cherchent leur intérêt primaire et immédiat. La plupart des gens. Du coup, les assassinats, encore qu'ils ne soient pas encore produits plus d'une dizaine, étaient devenus la norme, un phénomène habituel. En allant se débarbouiller, en touchant leurs briquettes, les détenus demandaient « Quelqu'un de tué ce matin, aujourd'hui ?» Et cela se faisait dans la clandestinité absolue. Clandestinité absolue. Quelqu'un, reconnu comme une autorité, se contentait en un certain endroit de dire à quelqu'un d'autre « Voilà, c'est celui-là ». Et il n'y avait pas à se préoccuper de l'exécutant.
de la date, de l'endroit où se procuraient les couteaux. Quant aux exécuteurs, eux, dont c'était le souci, ils ne savaient pas qui était le juge dont ils avaient à exécuter la sentence. Et il faut le reconnaître, malgré l'absence de documents qui établissent la qualité des mouchards, que cette justice non constituée, illégale et invisible, est bien jugée avec autrement de précision, autrement moins d'erreurs que tous nos tribunaux familiers. Alors pourquoi insister sur cet aspect ? Bien sûr, pas pour s'en inspirer de manière, je dirais, à la lettre, même si parfois on a envie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est faire la différence entre la légalité et la légitimité. C'est la clé de la solution pour se défaire de l'esclavage qui nous est imposé. Une loi qui est injuste, une loi qui est impie, n'est pas une loi. C'est une corruption de la loi, c'est une violence qui est faite aux hommes. Et on a le devoir de les combattre. Lisez ça, j'ai un grand article, une page sur l'apothéose humaine où je cite un discours des évêques de France en 27 par rapport aux lois laïques, et il cite saint Thomas. Saint Thomas le dit. Une loi injuste, impie, n'est pas une loi. On n'a pas à en tenir compte. Non seulement on ne doit pas en tenir compte, on doit la combattre. La légalité aujourd'hui, c'est de pouvoir tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Ils ont encore augmenté presque avant la naissance quasiment maintenant, quasiment. Tandis qu'aujourd'hui, il est illégal d'aller voir sa grand-mère dans une EHPAD. Ok ? Comprenez la disproportion là ? L'égalité. Je peux tuer mon enfant, je ne peux pas aller voir ma grand-mère dans une EHPAD. C'est illégal. La légalité aujourd'hui nous impose de sortir avec une autorisation qu'on s'est faite soi-même. Ça c'est la légalité. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y a des centaines de milliers de sans-papiers qui vivent à nos frais, aux frais des Français en France. Ça c'est pas un problème, ça. Ça, c'est dans les... Sans-papiers, légalité. Pas papier, légalité. Illégalité, j'y pose pas. On parle souvent des Vendéens à juste titre. On les admire à juste titre. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'ils ont fait était illégal. Et risqué. Et illégal. Et même s'ils ont perdu, eh bien, ils sont morts en braves. Et il vaut mieux mourir en brave que de vivre en esclave. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites plus en plus chaud, faites plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distrait, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok, ok, ok. Inspirez, expirez, inspirez,
expirez, respirez plus.